Bonjour à tous, merci d'être encore parmi nous. Alors, en effet, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de créativité. Soyons clairs, hein, l'intelligence artificielle ne peut pas être créative, hein, c'est des machines, c'est froid, c'est mécanique, c'est des espèces de boulons. Si vous avez vu le film Charlie Chaplin, vous voyez de quoi je parle, le film de Charlie Chaplin, vous voyez de quoi je parle quand il serre les boulons comme ça. Les machines, c'est un truc un peu déshumanisant. Tandis que nous, humains, on a cette petite part d'irrationnel, cette petite part de magie qui fait que on a la possibilité d'être créatif. On est un peu à l'image de Dieu, vous savez, on a la même capacité créative que lui. C'est fou ce que l'humain peut être orgueilleux. On a toujours cherché à avoir une espèce de spécificité qui nous différencie du reste du règne animal, végétal, minéral, de tout ce qui est. Alors à une certaine époque, on était en effet très directement les créatures de Dieu, hein, c'était l'ère de la religion, donc évidemment, nous on était dignes, et puis tout le reste de la matière était bien en dessous, était vulgaire, était trop basique pour avoir la même dignité que la nôtre. Et puis, il y a eu Copernic, on s'est rendu compte qu'on n'était pas au centre de l'univers. Il y a eu Darwin, on s'est rendu compte qu'on n'était pas une créature de Dieu différente des autres, on est produit par l'évolution et pas par le pouvoir divin. Ça a été des blessures narcissiques assez fortes pour l'humanité. Mais avec les Lumières, avec l'humanisme des Lumières, on s'est dit tout va bien, il nous reste la raison reine. Nous, humains, pouvons être rationnels et c'est ça qui nous différencie, c'est ça notre spécificité. Et puis là aussi, au XXe siècle, les ordinateurs sont arrivés et bon, en termes de rationalité, ils calculent quand même vachement plus vite que nous. Encore une fois, on a dû faire reculer notre spécificité et on a eu tendance à la faire reculer dans la créativité. Tout va bien, nous sommes colorés, nous sommes un peu magiques parce qu'on est capable d'être créatifs, de faire ce pas de côté que la machine ne pourra jamais faire. Spoiler alerte, toutes les recherches actuelles sur l'intelligence artificielle et la créativité montrent que les algorithmes peuvent être bien plus créatifs que l'être humain et que la créativité est quelque chose pour lequel nous sommes assez mauvais et pour lequel la machine peut être particulièrement bonne. J'ai écrit un livre dans lequel je décris 3 types de machines que j'appelle des cyborgs, pas le cyborg que vous connaissez, là c'est C-Borg pour Creative Borg. Alors évidemment, c'est le type 2, le type 3 qui sont les plus incroyables par rapport à la créativité, mais je voudrais commencer par vous introduire le type 1 avec une petite démo. Vous le connaissez, ce type 1 de cyborg, vous en avez entendu parler dans les médias, c'est toute cette révolution qu'on a en ce moment. On parle beaucoup d'IA générative, vous avez au moins entendu parler de ChatGPT si vous n'étiez pas dans une grotte les derniers mois, peut-être de Midjourney, peut-être de Udio ces derniers jours, qui sait. En tout cas, donc c'est toute cette vague des IA génératives qui déjà pose très crucialement la question de la créativité et de la machine. Donc on va s'amuser un petit peu, je vais interfacer quelques systèmes d'IA et on va essayer de voir comment, ensemble avec la machine, on peut être créatif. Alors, allons-y. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais vu, bienvenue chez ChatGPT. Ai-je encore Internet? Tout va être là. Oui. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais vu, voilà ChatGPT. L'interface est très simple. Et ici, vous pouvez poser une question au système d'intelligence artificielle. Comme on s'adresse à un système d'intelligence artificielle et pas à un être humain, on a inventé un nouveau mot. On ne dit pas qu'on parle à une IA, on dit qu'on prompte une IA. Donc, vous allez m'entendre parler de prompt. À chaque fois que je vais faire une demande à un système d'IA, ça va être un prompt. C'est comme ça. Donc, allons-y. Je pourrais demander au système d'IA, tout simplement, par exemple, de me créer un beau bijou. Pourquoi un bijou? C'est visuel, tout le monde aime les bijoux, c'est un objet créatif, donc on va essayer ensemble de co-créer un bijou. Je pourrais simplement demander au système d'intelligence artificielle de me proposer un concept de bijou original ou créatif. Mais ça ne suffirait pas. Les systèmes actuels, comme ChatGPT, ont été entraînés sur tout le texte d'Internet à être capables de prédire le prochain mot le plus probable. Toute leur intelligence vient de là. Le prochain mot le plus probable, la réponse la plus probable, c'est un peu l'inverse de ce qu'on attend pour faire de la créativité. Si on veut quelque chose de créatif, on veut que ça soit original, donc un peu improbable. Donc, il va falloir intégrer de l'improbable dans notre prompt pour que la réponse la plus probable soit elle-même improbable. Vous me suivez? Allons-y. Voilà un prompt un petit peu plus abouti. Alors, évidemment, je vais vous le lire, mais pendant que ChatGPT sera en train de répondre, comme ça, on ne perd pas de temps.
Donc, tu es un grand joaillier très créatif, reconnu pour ses bijoux originaux et fascinants. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle du prompting de rôle. Je mets l'IA dans le rôle d'un grand joaillier très créatif. C'est pas que l'IA, par empathie avec un joaillier, se met à sa place. C'est simplement que statistiquement, comme l'IA a été entraînée sur des données présentes sur Internet, les joailliers qui parlent de bijoux en parlent de façon plus experte que Monsieur Tout-le-Monde. Donc, statistiquement, l'IA va mieux répondre si on lui demande de parler depuis le point de vue d'un expert. C'est des pures statistiques. Tu dois créer un concept de bijou audacieux. Notez les mots. J'ai pas utilisé le mot créatif. Sur Internet, le bijou créatif, c'est le bijou fantasy. C'est le bijou que vous aurez si vous avez un bijou qui change de température qui change de couleur en fonction de la température. Ici, on veut un bijou audacieux, quelque chose qu'un grand bijoutier pourrait créer. Et puis, le cerveau humain, ça fonctionne par association d'idées proches. Si je vous parle de chien, vous allez penser à chat, poil, croquette, quelque chose qui est relativement proche dans l'espace du sens. Vous allez rarement penser à Église byzantine. S'il y en a un ici qui a pensé à Église byzantine, qui lève la main, j'aimerais discuter avec lui après pendant le cocktail. Donc, c'est difficile pour un être humain de faire des associations longue distance. Mais pour l'IA, il suffit de lui demander. Donc, on va lui dire, propose-moi 4 artistes qui soient très éloignés du monde de la joaillerie, qui pourraient te servir d'inspiration. C'est un peu ce que sait faire le créatif, associer des choses qui d'habitude ne sont pas associées dans le commun. Et puis pour chacun des artistes, propose-moi un concept de bijou qui utilise cette inspiration. Donc voilà, pour un projet de bijoux audacieux et inédit, il serait intéressant de s'inspirer d'artistes renommés, blablabla. ChatGPT me répond avec sa petite langue de bois habituelle, il est toujours très gentil et mielleux. Et puis, il me propose donc 4 artistes comme demandé, Kandinsky, Zahadid, Vasarely et Bridget Riley. Donc Kandinsky, par exemple, qui fait des œuvres très colorées, ça va être pas mal pour un bijou. Donc, il nous propose un collier composé de plusieurs éléments modulaires en forme de cercle, triangle et carré. Chaque élément pourrait être émaillé de couleurs différentes et attaché de manière flexible pour que le collier puisse prendre différentes formes en fonction du mouvement du corps. Intéressant. Pour ceux on va partir sur Kandinsky parce que j'aime bien les couleurs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Kandinsky, voilà un petit peu à quoi ressemblent les œuvres de Kandinsky. Donc, vous aurez un coup d'œil. C'est en effet très coloré. C'est un des pionniers de l'art abstrait, l'abstraction géométrique. Alors, on va prendre un deuxième prompt. Et vous allez voir, c'est un prompt assez marrant. C'est un prompt pour créer des prompts. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on dit à ChatGPT qu'on va garder le concept 1, donc le concept Kandinsky. Tout le reste, pour l'instant, on l'oublie. Et on va lui expliquer, en fait, comment fonctionnent des prompts pour un autre système d'IA qui s'appelle Midjourney, qui est le meilleur système d'IA actuellement pour générer non pas du texte comme ChatGPT, mais des images. Parce qu'on veut le voir, ce bijou. On ne veut pas juste le concept. Donc, comme on veut le visualiser, il va falloir parler à un autre système d'IA et prompter un autre système d'IA d'une façon un peu particulière. Et donc, j'explique ici comment bien prompter Midjourney à ChatGPT pour qu'il me fournisse le prompt. Donc, c'est une description synthétique en anglais, plutôt faite de mots-clés, etc. Et je lui donne un exemple pour qu'il ait de quoi bien s'inspirer du format. Et donc, il me donne Modular Necklace, Geometric Shapes, Cycle, Triangle, etc. Et on va lui dire quand même, ajoute Kandinsky dans la phrase. Parce qu'il ne l'a pas intégré et on veut être sûr que... si Internet veut bien fonctionner, on veut être sûr qu'on ait du Kandinsky, tant pis, je vais copier le prompt et j'ajouterai Kandinsky moi-même. Donc j'ai copié le prompt, j'ai un petit bouton qui est là, ça y est, il se réveille, et je vais aller sur ce deuxième système d'IA qui s'appelle Midjourney, donc le voilà, bienvenue. Vous voyez des images que j'ai créées avec Midjourney, et ici, comme tout à l'heure, on a une barre pour intégrer notre prompt, notre demande. Alors, en attendant, ChatGPT m'a fourni le prompt, hop, je le récupère, je le lance, je le mets ici, je lance, et vous voyez que 4 images vont commencer à être générées. Midjourney propose toujours 4 images par défaut. Donc on est à 0%, voilà, les images commencent à se générer, 16%, etc. Pendant que les images se génèrent, on va aller chercher un 4e prompt, et cette fois c'est un prompt pour créer des prompts encore, mais des prompts pour un système d'IA qui permet de générer de la musique. Imaginons par exemple que notre bijoutier il veuille vendre ce bijou à des clients haut de gamme et il veuille augmenter l'expérience un peu qu'auront ses clients en proposant avec chaque bijou une pièce d'opéra complètement unique. Le client achète un bijou, il a une pièce d'opéra qui lui appartient rien qu'à lui. Donc, on va dire à ChatGPT qu'on veut créer un opéra élégant, poétique, accompagné de piano pour aller avec ce bijou, et on va lui expliquer comment fonctionnent les prompts pour encore un autre système d'IA qui s'appelle Udio. Donc voilà, il nous a fait notre prompt, on va le copier comme tout à l'heure, et on va sur Udio. Bienvenue sur Udio, vous voyez là aussi des créations que j'ai pu faire avec ce système, et vous avez compris l'idée, comme tout à l'heure, on a une barre pour prompter, on met notre prompt, on envoie. Et cette fois, normalement, si tout va bien, il va nous proposer 2 opéras. Alors, en attendant qu'il les ait générés, on peut retourner sur les images, ça y est,
Midjourney a fini de générer nos 4 bijoux Kandinsky. Vous voyez qu'on est tout à fait cohérent avec le style de Kandinsky. Voilà les 4. Je trouve que celui-là est très sympa. On retrouve un peu toutes les formes originales de Kandinsky. Donc je vais télécharger l'image. Je vais la voir en haute définition. Et je vais utiliser un 4e système d'IA, allons-y gaiement. Cette fois, c'est simple, c'est un système d'IA qui reconnaît les éléments qu'il y a sur une image et qui est simplement capable d'enlever l'arrière-plan. Ce qui avant prenait un temps fou sur, par exemple, Photoshop, maintenant se fait quasi instantanément. Voilà, c'est fait. Donc je télécharge l'image, je la récupère. Donc maintenant, j'ai une image qui est utilisable puisqu'elle n'a plus de fond. Et on va retourner voir si ma musique est terminée. Les musiques sont quasiment terminées. En attendant qu'elles se terminent, je vais utiliser le dernier prompt de cette petite démo qui nous fait retourner sur ChatGPT. Alors vous savez, le code informatique, c'est un langage qui est assez abscon, un peu bizarre pour l'être humain, mais ChatGPT, il a aussi été entraîné sur du langage informatique et c'est un assistant de coding excellent. Imaginons qu'on ait envie d'avoir une page web qui présente ce bijou pour, par exemple, le vendre sur Internet ou pour que des clients potentiels puissent laisser leur mail pour partager leur intérêt. On va dire à ChatGPT qu'on veut créer une page web simple, engageante en français pour le bijou, lui dire que la page a un fond gris foncé, qu'elle est faite de 2 sections, une section avec une image du bijou et un petit module audio pour lancer notre opéra, et puis à droite, une section dans laquelle tout est aligné avec le nom du bijou, un petit texte poétique qui présente le bijou de façon très belle et engageante, vous savez, c'est souvent ce qu'on a sur le site des bijoutiers, et puis un champ pour laisser son mail. Et vous voyez que ChatGPT, fièrement, nous produit le code qu'on va pouvoir utiliser. Alors, en attendant qu'il finisse, on va écouter ce qu'il nous a produit sur Udio. On va voir si les opéras sont intéressants. In gilded halls profound, arrayed in hues that souls embrace. Allez, celui-là sera parfait. Hop, on va le télécharger. On va aller le chercher donc tout de la même façon dans mes téléchargements. Hop, je le récupère, je vais l'appeler musique. Et puis, enfin, pour intégrer le tout, je vais créer un petit fichier texte, je vais l'appeler page.html. Pour les plus geeks d'entre vous, HTML, ça veut simplement dire que c'est une page web. Je vais ouvrir mon bloc-notes, je le glisse dedans. Donc j'ai juste une page complètement vide, hein, je peux taper du texte dedans, vous voyez. Je vais retourner sur ChatGPT, il a fini de coder. Je récupère le code, j'ai un petit bouton copy-code, donc c'est très pratique. Je le mets ici, j'enregistre, je ferme. Et j'ouvre la page. Tada! Harmonie des formes. Explorer l'élégance de l'abstraction avec notre dernier bijou, Harmonie des formes. Inspiré par les œuvres vibrantes de Kandinsky, ce collier modulaire capture la dynamique des couleurs et des formes, évoquant une poésie visuelle qui se meut avec vous. On se laisse un peu bercer par l'opéra. Alors, vous voyez avec cette petite démo qu'en quelques minutes, on peut très rapidement aboutir à des résultats très complets qui intègrent différentes modalités et qui nous permettent d'avoir un résultat qu'on ne peut pas qualifier autrement que de créatif. Évidemment, ici, une grosse partie de la créativité vient des idées que j'ai eues pour interfacer tous ces systèmes d'IA, des prompts que j'ai conçus pour avoir toutes ces belles créations. Mais on est quand même face à un type de création radicalement différent de ce qu'on pourrait faire avec, je ne sais pas, disons, un pinceau ou avec Photoshop. Ici, entre mon intention de créer et le résultat, il y a une discontinuité qui s'introduit. Je ne suis pas l'unique créateur. Je n'ai pas décidé exactement de toutes les formes de ce bijou. Je n'ai pas décidé de chaque note de musique de cet opéra. Il y a une réelle discontinuité. Je dirais que c'est une sorte de co-création. Il y a une sorte de fantôme avec moi qui a participé à la création. Avec ces systèmes d'IA générative, on est mis en situation de co-création. On n'est plus face à des outils passifs comme le sont Photoshop ou le pinceau, on est face à des outils actifs qui s'affranchissent même de cette notion d'outils pour devenir beaucoup plus des assistants de créativité. On est dans un contexte de co-créativité où l'humain est nécessaire, mais où la machine a une réelle place active. Déjà, ça change beaucoup le statut de la création machinique. Alors, ces machines, elles ont quand même 2 points faibles. D'une, aucune autonomie. Si je ne suis pas là pour les guider et pour choisir les prompts, elles ne créeront rien. Et deuxièmement, elles ont appris, comme je l'ai dit, à générer le plus probable par rapport à ce que l'humanité a fait. Elles ont appris de nos données humaines. Elles ne peuvent pas réellement nous étonner en créant quelque chose de radicalement neuf. C'est là où les cyborgs de type 2 et de type 3 interviennent. Les cyborgs de type 2, si vous voulez, on leur a ajouté un ingrédient fondamental qui existe chez l'être humain, la curiosité. C'est des algorithmes que vous allez voir arriver progressivement, qui ne sont pas uniquement entraînés sur les données humaines, qui sont entraînés par eux-mêmes à explorer des environnements.
Des algorithmes qui sont capables d'explorer par leur propre curiosité un environnement pour découvrir leur rapport au monde dans cet environnement. Un exemple, c'est par exemple AlphaGo, l'algorithme qu'a conçu la startup DeepMind, une startup de Google spécialisée dans l'intelligence artificielle. Cet algorithme AlphaGo a gagné contre le meilleur joueur du monde, Lee Sedol, le meilleur joueur du monde de Go, qui est, si vous voulez, l'équivalent des échecs asiatiques, mais en beaucoup, beaucoup plus complexe. Alors, la victoire de AlphaGo est une chose, mais surtout ce qui est important, c'est que dans la deuxième partie du tournoi, AlphaGo a joué un coup complètement incroyable, complètement inattendu, qui a défié toutes les théories habituelles du Go. Un réel coup créatif, original, puissant, pertinent. Ça lui a donné la victoire. Tous les commentateurs étaient d'accord pour dire que ce coup était extrêmement créatif, il n'avait jamais été joué et il n'aurait sûrement jamais été joué. Cet algorithme n'a pas appris qu'en regardant les parties des grands maîtres, il a aussi appris en explorant par lui-même le monde du Go. Il a développé sa propre compréhension du Go. On a cette approche-là qui se développe de plus en plus dans la création scientifique, qui est un grand champ de la créativité humaine. Par exemple, GNOME, très récemment, un algorithme qui a été capable de découvrir des millions de nouveaux matériaux que l'humanité n'avait jamais découverts et que peut-être l'humanité n'aurait jamais découvertes. En quelques minutes, il a fait à peu près l'équivalent de 800 ans de recherche humaine. Ces algorithmes sont réellement capables de découvrir le monde et de le voir par un prisme que l'humain n'aurait jamais découvert. C'est une réelle autre créativité. À une époque, le microscope nous a permis de voir l'infiniment petit. À une autre époque, le télescope nous a permis de voir l'infiniment grand. À notre époque, les systèmes d'intelligence artificielle sont en train de nous permettre de voir l'infiniment complexe. De voir des interstices du réel que l'humain n'aurait jamais découverts. Les cyborgs de type 3, évidemment, ceux qui nous rapprochent le plus de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, en plus d'être capables de créer, en plus d'avoir cette curiosité qui leur permet de développer leur propre rapport au monde, leur propre histoire, leur propre point de vue, on leur y ajoute l'autonomie. L'autonomie d'explorer les sujets qui les intéressent, qu'ils choisissent, de faire attention à ce qu'ils souhaitent. Ces algorithmes-là et ces machines-là vont poser crucialement la question de notre humanité. Alors, dès aujourd'hui, je crois qu'il faut accepter que la spécificité humaine ne soit pas dans la créativité, ne soit pas dans quelque chose de plus, mais dans quelque chose de moins. Nous sommes capables de ne pas être capables. Les machines sont absolument magnifiques parce que c'est des instruments de performance incroyables. L'humain, en effet, n'est pas un instrument de performance. Il a cette capacité à rater, à être en échec, à être imparfait. Finalement, il a cette capacité d'authenticité du petit défaut sur le vase du potier qui lui donne plus de valeur que le vase industriel qui est parfait. Donc acceptons avec humilité que nous ne sommes pas parfaits pour donner à ces machines toute la place qu'elles auront besoin d'avoir dans le monde qui est en train d'arriver et voyons-le non pas comme une remise en cause de notre humanité, mais comme un nouveau télescope pour voir le réel et un nouveau miroir pour nous voir avec plus de beauté. Merci beaucoup.